Je suis très heureux de vous retrouver et aussi de retrouver Michel Cotta, notre grande spécialiste des questions de politique. Bonjour Michel, Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances, peut-être studieuses. Et comment voyez-vous la rentrée politique en France ? Eh ben, je trouve que c'est une rentrée qui s'annonce quand même très difficile pour plusieurs raisons. En raison des phénomènes extérieurs ou intérieurs ? Les deux ? Les deux s'additionnent. Alors, sur le plan intérieur, on craignait, comme vous savez, après cette majorité relative, que assez vite l'Assemblée soit bloquée et qu'assez vite même, on parlait même de dissolution éventuelle, ça. Bon, ça ne s'est pas passé dans la première séquence, c'est-à-dire jusqu'en juillet, où effectivement, quand même, la majorité est arrivée à trouver son équilibre, mais généralement avec les voix de droite apportées par les Républicains. Déjà, c'est un signe. C'est un signe que dans la deuxième partie dans son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron sera forcément obligé d'être un président plus à droite qu'il ne l'était. Je veux dire que en même temps, vous savez, en même temps à gauche, en même temps à droite, est maintenant, à mon avis, impraticable, en grande partie à cause de la radicalisation de la gauche. Donc il y a une gauche radicale, une droite radicale. Donc au fond, c'est vrai que les Républicains peuvent être la force d'appoint, ceux qui ne veulent pas être. Mais en tout cas, ils détourneront la politique du en même temps vers une politique plus à droite. Ça, j'en suis convaincu. Et notamment sur l'immigration, sur un certain nombre de thèmes qui ne sont pas des thèmes familiers au président de la République. Et c'est là il va y avoir une sorte de hiatus entre le président qui n'aime pas tellement parler du régalien, qui n'aime pas tellement parler de l'immigration, qui trouve en matière de droits de l'homme est très ouvert, en matière de religion très ouvert aussi, puisqu'il est lui-même catholique. Enfin bon, il va y avoir de ce point de vue-là sûrement un infléchissement de la politique. Enfin, je peux me tromper, hein, mais j'y crois. Les phénomènes extérieurs, évidemment. L'Ukraine, au fond, l'Ukraine démolit toutes les chances que l'Europe avait de repartir d'un bon pied après le Covid. Alors, pour le moment, en France, l'inflation est mesurée, la croissance a continué, puisqu'on a fait 0,5 dans ce dernier trimestre, ce qui est inespéré. Enfin, pour combien de temps ? Qu'est-ce que ça veut dire que les économies d'énergie obligatoires ? Alors, là-dessus, en plus, le président tient un discours que moi, je trouve très déstabilisateur. C'est-à-dire qu'il faut demander effectivement des sacrifices aux Français. Mais quand on dit le mot sacrifice, il faut dire ce que c'est. Parce que sacrifice pour les gens, c'est vous allez gagner moins d'argent. Bon, la période d'abondance est terminée, vous allez gagner moins d'argent. C'est pas ça qu'on leur demande. On leur dit attention, fermez votre électricité, attention au mois de mars parce que vous risquez de plus vous chauffer, attention aux pannes d'électricité. C'est autre chose. On peut quand même. Je trouve que c'est très, j'allais dire malhabile, mais je trouve que c'est très malhabile de parler Non, mais évidemment, ça inquiète les Français, alors qu'ils ont déjà, il y a d'autres raisons d'être inquiétés, mais on peut les inquiéter moins, en leur disant si vous faites plus de... Bon, bref, c'est pas la langue qu'a choisi le président de la République. En revanche, c'est tout à fait, je trouve, le langage de sa première ministre. Et de ce point de vue-là, la première ministre, c'est une réussite. Voilà. Personne ne s'y attendait. La dernière fois où nous étions là, vous vous rappelez qu'on disait qu'au contraire, peut-être qu'il fallait quelqu'un de plus politique. Elle se révèle très politique. Et elle se révèle avoir une colonne vertébrale que de temps en temps, on cherche, c'est le président de la République. Voilà, je ne sais pas si je suis trop agressive, mais elle rassure, alors que ce n'est pas le rôle d'un président de la République d'inquiéter à ce point-là. Alors justement, je vais faire une petite incidente à propos du président de la République, parce que je l'ai suivi dans un voyage en Afrique très récent, qui a duré 5-6 jours. Et j'ai été quand même frappé, vous avez dit, il n'aime pas parler du régalien, il n'aime pas parler de l'immigration.
J'ai été frappé par le fait que la plupart de ses raisonnements, de ses discours, que ce soit parce qu'il a parlé un peu de tout dans les conférences de presse, dans les 36 rendez-vous qu'il avait tout le temps, avec un agenda pléthorique, arrivant en retard partout et parlant énormément. Et j'ai été frappé par le fait que ces analyses, en tout cas dans ce qu'il dit, ne reposent pas sur l'histoire, sur une réflexion il parle de la Russie, il commente en fait l'actualité au jour le jour, mais jamais sans s'appuyer sur le passé, par exemple, ou sur l'étude du passé, ou sur les travaux. Dieu sait qu'il y a à dire sur l'étude, sur le passé de la Russie. Exactement, oui. Alors, je trouve, c'est difficile et je ne veux pas paraître trop négative quand même, mais c'est vrai qu'on ne sent pas encore la vision. Alors, je comprends que c'est très difficile. En plus, on est là, assis sur nos chaises. Il y a une guerre qui menace surtout l'économie européenne. On voit bien que l'Europe est touchée, pas seulement par l'économie, mais que l'évolution des pays est différente et risque d'aboutir quand même à une dilution de l'Europe. Bon, alors, je pense que c'est très difficile, mais je crois quand même que peut-être justement dans ces jours-là, il y a besoin d'une analyse. Qu'est-ce qu'on fait? On en sort? On n'en sort pas? Que fait l'Europe? Est-ce que l'Europe est vraiment derrière les États-Unis à 100%? Moi, je me demande par exemple ce que ça donnera cet hiver. C'est très bien donc, de dire aux gens vous n'avez pas d'électricité, mais à un moment donné, ils se diront est-ce qu'il faut comme on disait avant la guerre, mourir pour Danzig? Est-ce qu'il faut vraiment mourir pour l'Ukraine? Ça va être un problème, ça aussi. Et je trouve que face à tout ce qui tombe sur nous, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'objectif. Et lui, dont on disait qu'il était visionnaire, ben finalement, non. Oui, voilà. Il a d'autres qualités, mais il n'est pas visionnaire. On ne sent pas poindre l'homme d'État. Non. Ah, l'homme d'État... ça, c'est autre chose. On n'est pas obligé d'avoir des hommes d'État qui n'avaient pas forcément de vision à long terme, surtout dans un univers aussi bouleversé. Mais on ne sent pas la volonté. Voilà. Moi-même, comme vous savez, qui est même plutôt indulgente vis-à-vis d'un président, parce que je trouve donc que les temps sont troublés, je pense qu'on ne peut pas dire... Voilà, c'est le temps d'un grand basculement. On ne peut pas faire une copie de Cagneux, vous voyez, une copie d'élèves d'école supérieure, en s'adressant à le grand basculement pour les gens, ça ne veut rien dire. Voilà, le grand basculement, ça ne veut rien dire. En revanche, comment on se chauffe cet hiver, oui, ça veut dire quelque chose. Donc, vous avez été surprise aussi par la montée dans les sondages de la Première ministre. Oui, je ne dis pas... alors, moi, je la connais un peu, mais pas bien. Je ne lui savais pas cette dimension cette solidité. Voilà, cette solidité et en même temps, cette ambition politique de tout de même ne pas fâcher les uns, essayer de garder un petit coin sur la gauche, en revanche être très ouvert avec les Républicains. Et là, ça s'est senti dès son discours d'investiture, où vous vous rappelez qu'elle s'est amusée à parler de chacun des présidents de groupe en leur disant à chacun une gentillesse. Bon, et ça voulait dire, je veux être un Premier ministre plutôt réconciliateur. Et finalement, il n'y a pas eu une erreur commise par elle depuis qu'elle est là. Et rappelez-vous, il y a eu effectivement des erreurs commises par le président de la République, surtout des erreurs verbales, dans les premiers temps où il était là. Elle, on a l'impression qu'il y a quand même une grande formation derrière. Et d'ailleurs, elle le dit, elle le souligne. Elle souligne souvent qu'elle est pupille de la nation, ancienne pupille de la nation, que son père est mort dans des conditions dramatiques pendant la guerre, et qu'elle est un pur produit de la République. Et au fond, quelque part, ça marche. Et c'est quand même la première ministre femme qui, dès le début, ne déchaîne pas des passions contraires. Oui. Donc,
Je vois à qui vous faites allusion. Oui, c'est une réussite. Je trouve que... d'autant que c'est une réussite à laquelle on ne s'attendait pas. Alors qu'en est-il de notre ami Mélenchon, qui a annoncé qu'il était en retrait mais pas en retraite? Est-ce qu'il a décidé de s'éloigner Non. tout en annonçant pas du tout. la reprise des combats à la rentrée? Il a une stratégie qui me paraît évidente. Il mise sur une dissolution dans l'année qui vient. Donc il multipliera évidemment les occasions de cette dissolution, c'est-à-dire il entretiendra une grogne sociale, idéologique, philosophique. Mais je pense qu'il n'a pas renoncé à l'idée d'être président de la République. Et qu'il se dit qu'après tout, après un grand désastre dans un an, politique étrangère, politique intérieure, la gauche peut, si elle est unie comme sous sa férule, gagner. Ce que je ne crois pas du tout, parce que c'est pas réaliste. Tous les sondages montrent qu'au contraire, sur des sujets comme l'immigration, comme la sécurité, la France, enfin, si tant est que ce sont des sujets de droite, moi j'ai toujours pensé que même la gauche devait assurer la sécurité des gens. Et que c'est trop facile d'être à gauche en disant la sécurité des gens, on s'en fout. C'est pas vrai. Donc, de ce point de vue-là, je me demande d'ailleurs si Mélenchon, dans son radicalisme, n'est pas en train de renforcer une droite de gouvernement. Je pense qu'il est tellement caricatural par moments, et puis toujours en campagne électorale, toujours l'écume à la bouche. Je pense que ni ses troupes d'ailleurs, certaines de ses troupes commencent à trouver qu'il en fait trop, ni surtout ses alliés, les socialistes, les Verts, ne trouvent que c'est bon et pour la France qu'un leader de gauche soit à ce point agressif. Je crois qu'il aurait pu jouer un rôle plus important en étant moins agressif. En l'étant moins, voilà. Et en étant au contraire, en essayant de réunir autour de lui la gauche qui reste. Il l'a fait pour l'élection. Encore faut-il que ça reste, et encore faut-il que ça demeure, et que les socialistes ne se mettent pas à être en désaccord avec lui sur le nucléaire, enfin sur beaucoup de points. Bref, je trouve qu'il a choisi une stratégie d'attaque qui effectivement contribuera à mettre du désordre, mais je ne suis pas sûre que le désordre lui profite. Et en ce qui concerne les Républicains, comment jugez-vous leur parcours jusqu'à présent, depuis l'entrée en fonction de l'Assemblée? Il y a eu, je me rappelle, un très bon article de Luc Ferry, qui a quand même déclenché quelque chose au sein des Républicains, où il disait « Mais les Républicains se trompent complètement s'ils s'affrontent avec la majorité de Macron tout le temps. Au contraire, ils ont une chance formidable. Sans eux, il n'y a pas de majorité. Donc c'est le moment ou jamais d'essayer d'imposer le plus grand nombre de leurs thèmes. Et au bout du compte, ils se sont rangés à cette analyse, qui était une analyse de sagesse. Et au lieu d'avoir une opposition systématique, ils ont effectivement une opposition, mais en essayant d'entraîner la majorité de leur côté. Et ça marche pas si mal. Reste que les Républicains, en tant que parti, en tant que groupe parlementaire, oui, ils s'en sortent très bien. En tant que parti, évidemment, il faudra qu'ils trouvent une incarnation qui ne soit pas trop clivante, une incarnation d'une droite qui ne soit pas une extrême droite. Et c'est pas si facile à partir du moment où Marine Le Pen, justement, puisqu'il faut toujours en arriver à elle quand on parle de la droite, réussit sa politique. Elle fait la sage, en tout cas. Et elle risque d'aspirer une partie de ces Républicains. Voilà, ça va être très difficile en tant que parti, mais très bénéfique en tant que groupe parlementaire. Et elle, est-ce qu'elle va réussir à réaliser la, entre guillemets, normalisation de son parti, c'est-à-dire lui permettre de participer comme les autres au jeu parlementaire sans être victime d'ostracisme? Je ne suis pas sûre que son public ait changé réellement. Je ne suis pas sûre que ses électeurs aient changé. Mais elle réussit très bien à tenir son groupe, à ce qu'il n'y ait pas de
de voix discordantes, à ce que, regardez, il y a 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont des membres du Rassemblement national. Ça se passe très bien quand on les voit diriger. Ils dirigent avec la même impartialité, même qu'ont les présidents de séance. Non, de ce point de vue-là, et en plus elle a des jeunes derrière elle, elle a un trio de jeunes très aigus et très brillants, justement, qui sortent des grandes écoles. Donc évidemment, la différence de l'extrême droite avec la droite risque de se réduire parce que l'entourage de Marine Le Pen est beaucoup plus composé de hauts fonctionnaires que nous connaissons qu'avant. Bon, il reste que le public de Marine Le Pen est quand même très revendicatif, très négatif. Et donc, elle aussi, elle a gagné non pas seulement auprès de l'opinion publique, mais auprès des siens, ce qui est plus difficile. Et pensez-vous que les différentes absences de personnalité au sein du groupe présidentiel vont affecter son fonctionnement ou l'affectent déjà, que ce groupe qu'on appelait les marcheurs, qui a quand même perdu un certain nombre de personnalités là aux élections, est un peu désorienté? Alors, Renaissance, puisque ça s'appelle Renaissance voilà. Maintenant. Écoutez, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnalités qu'on connaît encore, qu'on ne connaît pas tous, mais qui quand même résistent assez bien. Ah oui. Oui, alors en dehors de... je trouve que celui qui est en train de reconstruire le parti est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves auprès de Macron. Moyennant quoi, c'est vrai que ça reste des personnalités, des femmes d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de femmes tout à fait représentatives. Mais au fond, il n'y a pas seulement que Renaissance. Il y a aussi le MoDem, à côté, qui est quand même relativement beaucoup plus structuré, et le Horizon d'Édouard Philippe, qui se structure de plus en plus. Alors, voilà, est-ce que cette alliance durera? C'est vrai que s'il y avait un ténor au sein à l'Assemblée nationale et au sein du parti, c'est vrai que ce serait mieux. Il y a eu Stanislas Guerini qui quand même a réalisé une contre-performance du côté du parti. Et puis il y a eu cette difficulté, il y a toujours cette difficulté de s'implanter pour les élus. Parce que, bon, c'est difficile, mais comme, quand on n'est pas maire, quand on n'est pas élu local, c'est vrai, de s'implanter dans le tissu local, c'est difficile. Et en ce moment, je crois que François Bayrou avait raison de dire qu'il fallait ne pas faire le non-cumul des mandats. Je veux dire que le non-cumul des mandats, c'est-à-dire on a le droit d'être député, mais alors on n'est pas maire, est une erreur. On devrait quand même essayer de concilier l'implantation locale des gens qui sont élus députés. Et là, donc, je crois que le non-cumul est une erreur. C'est l'analyse de François Bayrou et je partage son avis. Après, reste Édouard Philippe. Édouard Philippe n'a pas dit grand-chose pendant les vacances. La seule chose qu'on sait, c'est que lui, il sait structurer. Et il sait, SAIT, hein, il ne sait pas structurer lui-même, mais il sait structurer les autres, parce qu'il vient d'un parti. Et d'un parti où, quand même, c'est un parti avec des fédérations. Et on voit bien que, jour après jour, naissent des fédérations. Alors, la question se pose, est-ce qu'il y a une possibilité un jour que les Républicains se refassent, et refassent leur unité? Derrière lui? Pas seulement derrière lui, que quelque part, ils se disent Darmanin, Le Maire, Philippe, ça peut rejoindre à un moment donné peut-être Xavier Bertrand et d'autres. Bon, et au fond, c'est ça l'enjeu du deuxième septennat, d'un quinquennat. C'est ça l'enjeu. Est-ce que la droite de gouvernement est capable de reparaître avec peut-être des changements de cap des uns et des autres? Voilà. Cette majorité actuelle est quand même fragile. Oui. Voilà, elle est fragile parce qu'elle repose sur 3 partis. C'est non seulement une majorité relative, mais en plus une majorité divisée en 3. Et quel parcours voyez-vous pour François Bayrou? Alors c'est difficile.
il a fait, à mon avis, une erreur, c'est d'apparaître trop violemment opposé à Elisabeth Borne lorsqu'elle a été nommée, puisqu'il a passé son temps à dire c'est pas ça du tout qu'il faut. Bon, il le pensait vraiment, et maintenant il est le premier à dire que Elisabeth Borne se débrouille pas mal. Mais son avenir, c'est quand même d'être la force d'appoint numéro 1 du président de la République. Il a le MoDem. C'est sûr que si le MoDem disait aujourd'hui bah non, finalement, ça ne nous intéresse plus, à la majorité présidentielle, on n'y croit pas. Bon, son arme, c'est quand même qu'il a lui aussi un parti structuré. À un moment donné. Et son avenir politique à lui, est-ce qu'il peut sortir de ça pour monter à un étage supérieur? Écoutez, je pense que ça aurait dû se faire, mais je pense qu'il est trop tard. Qu'il est trop tard. Mais rien. Et puis il y a eu cette affaire imbécile qui lui a collé oui, cette histoire des assistants européens, dans lequel je vous signale quand même qu'on l'a abattu il y a 5 ans. Il a été obligé de partir, de quitter le gouvernement, mais rien n'a été jugé depuis. C'est-à-dire vraiment la façon dont on a dit ah oui, les assistants parlementaires, et puis depuis, il a fini par être entendu par la justice il y a 1 an, même pas, il y a 10 mois, et rien ne sort. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a eu une opération politique ou une opération de justice évidente pour l'éliminer à ce moment-là. Et maintenant, du coup, c'est très difficile pour lui de redevenir... il redeviendrait ministre, qu'immédiatement, l'action en justice repartait. Il y a un vrai problème. Ces façons de faire sont quand même... Il y a un vrai problème entre la justice et la politique. Inadmissible, oui. On l'a vu encore récemment sur l'expulsion d'un imam, où la justice administrative a donné forcément tort aux politiques. Il y a quand même une espèce de guéguerre entre les politiques et les magistrats qui, moi, m'inquiète beaucoup. Voilà. Et quand le Conseil d'État a autorisé son expulsion, s'est aperçu que personne ne le surveillait et qu'il était parti. Alors, peut-être on va le retrouver. Oui. Là aussi, c'est pas de chance pour Darmanin. Mais enfin, ça, c'est vrai que ça a l'air incroyable qu'on n'ait pas pensé qu'il allait partir. Ça a l'air incroyable. Non, mais ils vont le retrouver en Belgique, vraisemblablement, vous allez voir. Ça, et à ce moment-là, on dira, bah, finalement, ça a marché. Mais c'est vrai que c'est une déconvenue terrible. Surtout, c'est bien que le Conseil d'État le confirme. Mais là, que aussi immédiatement soit confirmée l'inefficacité du suivi judiciaire, du suivi politique, c'est vrai que c'est ennuyeux. Enfin, au moins, il ne prêchera plus. Oui. Au moins, il ne prêchera plus. C'est vrai. Une dernière question, Michel Cotta, si vous permettez. On dit beaucoup, on le lit partout, qu'une sorte de fatigue pourrait gagner les Français dans le soutien très vif manifesté jusqu'à présent pour les Ukrainiens. Pensez-vous que l'opinion publique française pourrait se lasser de ce soutien ? Moi, je pense. Mais je pense que les Ukrainiens en sont aussi responsables d'une certaine façon. Les Russes, bien sûr, c'est Poutine qui a déclenché la guerre, c'est horrible, c'est épouvantable, c'est une guerre épouvantable, une guerre sale et tout ce que vous voulez. Moyennant quoi, à un moment donné, il faudra bien négocier. Et si les Ukrainiens disent non, on ne négociera jamais, qui retourne dans la Russie, on lui enlève même la Crimée, alors ça ne marchera pas, ça durera longtemps, et à un moment donné, les Français se diront, bon, maintenant, écoutez, qu'ils négocient, ça suffit. On leur donne des armes, on fait ce qu'on peut, mais à un moment donné, il faut bien quand même concevoir qu'il y ait une négociation. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est l'état des forces en Russie, l'état réel des forces en Russie. On entend des gens dire « Ah, il y a 10% de la population qui sont contre lui. » On n'en sait rien. Oui. En attendant, ils se taisent. Et au contraire, on voit bien que la masse des Russes est plutôt derrière lui. Alors, je ne sais pas si vous avez été étonné par la réaction à la mort de Gorbatchev. Bon, nous l'aimions, Gorbatchev. Nous, on se disait dans le monde occidental, c'est formidable. C'est quelqu'un qui a essayé de sortir l'URSS de son régime communiste. Eh bien, à l'intérieur de la Russie, ils le détestent.
Et il le déteste en disant « tous nos malheurs sont arrivés depuis qu'il a essayé justement de sortir, parce que tout le monde a éclaté, chacun a repris son indépendance. Et donc, il est à l'origine de notre déclin. » Et ça, j'ai trouvé que c'est tellement spectaculaire comme différence d'analyse en ce que nous pensons, nous, et ce qu'ils pensent, eux, que ça marque quand même que la Russie est assez loin de nous, même si pendant des siècles, puisque vous parliez d'histoire, elle a été proche. Merci beaucoup, Michel Cotta, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Bernard. Et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis également à bientôt, sans doute avec Michel Cotta. À bientôt.